C'est donc en rapport fort avec Ilya Prigojine que je suis devenue philosophe. Même si Deleuze et Whitehead, Deleuze et Whitehead sont intervenus sur ce terrain-là. Et puis après, ils se sont déployés dans d'autres dimensions, mais c'est celle qui travaillait avec Prigojine qui a d'abord trouvé ce dont elle avait besoin. Pourquoi ? Parce que finalement, c'était le défi, je m'en suis rendu compte progressivement, devenir philosophe dans un milieu scientifique. Prigojine, pourquoi ? Parce que moi, j'étais à Bruxelles, mais lui, il enseignait à l'université de Bruxelles. Je l'avais eu comme prof. Et il avait donné notamment cette chimie quantique qui... mais je m'étais rendu compte que parmi tous les profs que j'avais, lui pourrait éventuellement s'intéresser à ce que je faisais, mais je ne savais pas ce que je voulais faire en philo. Donc mais je suis allée le voir dès que la question de mon mémoire de licence s'est posée, c'est-à-dire que là, j'avais terminé ma licence de chimie, donc mes 4 ans de chimie, et j'ai été le voir en lui disant, et ça c'était la continuation de mes intérêts critiques pour la mécanique quantique, je travaillais encore avec Köstler, hein, enfin, je veux dire, je travaillais encore sur cette lancée-là. J'ai été lui demander, je lui ai demandé s'il voudrait piloter une thèse qui traiterait du problème de la mesure en mécanique quantique, qui est un problème classique, parce que le monde des observations répond à une autre, des observations quantiques, répond à une autre logique. Les choses sont séparables que ce que la théorie attribue à une réalité quantique. Donc la mesure est ce qui fait le raccord entre ces deux mondes, en gros. Donc je lui ai dit ça. Et il m'a dit, quand je parle, j'ai tellement eu l'habitude dans ce département de parler prigoginien, tout le monde parlait prigoginien. Il était émigré russe et il avait un petit accent. Je ne sais pas si à ce moment-là il m'a appelé Isabelle parce qu'on se connaissait à peine, mais enfin il aurait dit Isabelle, non, c'est trop compliqué. Vous allez vous perdre, il y a une tonne de littérature. Non, c'était pas pour ma thèse, c'était pour mon mémoire. Hein, c'était pour mon mémoire, donc faire ça en mémoire. Par contre, le livre de Jacques Monod venait de sortir, Le hasard et la nécessité, et ça vaut la peine. J'avais eu ces cours aussi sur la physique, chimie physique de non-équilibre qui lui a valu le prix Nobel. Il était en plein dans ces structures dissipatives, c'est-à-dire des formes de régime d'activité de la matière qui naissent, qui ne peuvent surgir que loin de l'équilibre et qui sont en contraste profond avec ce qu'on associe à l'équilibre, c'est-à-dire quelque chose d'inerte, où tous les processus s'entrecompensent et donc n'ont plus de conséquences observables. Donc il m'a dit, mais vous connaissez mon travail. Monod parle comment dirais-je, essaye de comprendre ce qui est propre au vivant. Et si vous cherchiez, j'ai fait un mémoire dont j'ai pas honte. J'ai fait un mémoire dont j'ai pas honte, pas sous sa direction, mais sous la direction d'un de ses assistants, Nicolis.
Et après, je suis retournée chez lui. J'avais le FNRS, parce que j'avais fait des bons points en philo, même si j'avais un peu bluffé, parce que ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais enfin, quand on a eu le cerveau fabriqué par des études de chimie, et qu'en plus on a un peu comment dirais-je, de facilité avec les mots et la lecture, on peut bluffer facilement, pas de problème. Mais là, je suis retournée et il m'a, avec mon FNRS sous le bras, et il m'a dit, venez travailler chez moi. Enfin, je vous donne un bureau, on fera des choses ensemble, vous apprendrez mieux ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, tout à coup, j'étais une philosophe embarquée, comme on dirait. On parle maintenant de sociologue embarqué dans les entreprises. Moi, j'étais une philosophe embarquée en département de sciences. C'était un gros département. Et j'ai découvert qu'il y avait que Prigogine courait deux chevaux à la fois. Parce qu'il y avait cette recherche sur la thermodynamique loin de l'équilibre que je connaissais un peu, que je connaissais bien, qui lui a valu son prix Nobel en 77, ici on est en 72-73. Et puis il y avait une autre, une grande œuvre, et là, ça m'a vraiment intéressée. Pourquoi? Parce que ça ressemblait à du Kepler. Enfin, ça ressemblait à briser un cercle, à ce geste de briser le cercle que Kepler avait fait. Donc, parce que là, Prigogine n'était pas en train de créer du nouveau. Son entreprise, c'était lié à une insatisfaction intellectuelle profonde quant au rapport entre les théories physiques et le reste du monde. Les théories, les vraies théories, le nec plus ultra des théories, s'entendaient, que ce soit en mécanique quantique ou en dynamique, qui sont les deux nec plus ultra, à nier la flèche du temps. La flèche du temps. C'est-à-dire la différence entre le passé et le futur. Avec cette idée que si on... disons l'image, c'est un peu, vous voyez un pendule, vous le filmez et puis vous passez à marche arrière, vous ne vous rendez pas compte de la différence s'il est sans frottement. Eh bien, c'était ça le monde. C'était un monde où aller vers l'avenir ou retourner vers le futur, c'était des évolutions foncièrement équivalentes. Tandis que si vous faites la même chose avec n'importe quoi, d'ailleurs, vous faites la même chose avec un match de tennis, la balle, ça va. Par contre, tous les mouvements du poignet et du corps du tennisman seront faux si vous passez le film à l'envers. Donc, et pour lui, c'était une absurdité. C'était une absurdité au sens où, comme il le disait parfois, ça veut dire que nous sommes les auteurs de cette différence. Alors que cette différence vient avec nous. Toute cette différence, qu'est-ce qui l'illustre mieux que l'évolution biologique? Mais alors, nous sommes les enfants de l'évolution biologique. Or ici, nous nous posons comme les auteurs. Il y avait une bizarrerie que les scientifiques acceptaient, les physiciens, les autres s'en foutaient, et il avait décidé de remonter à l'endroit névralgique où comment dirais-je, la réversibilité, c'est comme ça que ça s'appelle, avait pris les moyens d'investir en droit tout le monde observable, en disant ce n'est toute cette irréversibilité que nous observons est liée au fait que nous ne sommes pas capables d'observer
d'avoir une observation parfaitement précise sur le monde. C'est les probabilités, nous en sommes réduits à des probabilités qui vont manifester l'irréversibilité, parce que justement nous ne pouvons pas observer les trajectoires individuelles dans la manière dont elles obéissent, elles, réversiblement aux lois de la physique. Mais ça veut dire qu'il s'embarquait il devait vraiment reformuler et trouver le moyen de reformuler les grandes lois acceptées par tous ses collègues sur un mode qui montrait que ce n'était qu'un cas particulier et que le cas général, lui, était irréversible. Donc on avait commencé sur un cas particulier et essayé de déterminer ce qu'était cette particularité, de telle sorte qu'il puisse montrer que le cas où l'irréversibilité devait être admise non pas à la suite de nos observations approximatives, mais comme intrinsèque aux évolutions, pourrait s'imposer. Donc c'était briser le cercle, si vous voulez. Le cercle, c'était cette réversibilité, et briser le cercle, c'était montrer justement que la réversibilité était évidemment correcte, puisque toutes les lois où ça marchait, l'astronomie, etc., en témoignaient, mais que ce témoignage était partiel par rapport à un domaine plus vaste. Donc, j'étais dans un service où certains des chercheurs, et Prigogine, mijotaient quelque chose d'assez énorme, et qui du coup m'intéressait parce que ça ouvrait aussi la porte à mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de la physique, c'est ce que j'ai repris dans ma thèse, hein, qui a honoré comme vraiment vrai quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce que nous savons, qui essayait de nous dire que notre sens, pour le coup, je pouvais être un peu existentialiste, mais de manière vraiment embryonnaire, tout notre sens de nous-mêmes implique un rapport au futur, etc. Donc, dire que ce n'est que de l'approximation au nom des lois physiques, ça ouvrait aussi la porte, hein, mais qu'est-ce que c'est que le prestige de cette science qui a permis de faire avaler cette couleuvre, et pas seulement aux existentialistes, mais aussi aux chimistes, parce qu'en chimie, je vous jure que c'est irréversible, quand ça brûle, etc. Enfin, donc comment ça a pu se faire ? Et donc c'était très intéressant, mais ça me situait aussi sur un mode où faire de la philosophie, c'était pas commenter les sciences, c'était pas faire de l'épistémologie, comme on dit. L'épistémologie, c'est d'ailleurs le premier mot que j'ai pas compris quand j'ai été en philo, parce que en science, on parle pas d'épistémologie. Donc, mais c'était pas un commentaire ou une réflexion ou une critique ou une fondation de la science faite. C'était une histoire problématique et que Prigogine essayait de modifier, mais une véritable histoire. Mais une histoire avec, et ça c'est intéressant, des contraintes, parce qu'il aurait pu dire c'est absurde, mais il n'aurait pas été physicien. Pour moi, c'était absurde, en tant que philosophe. Lui, il disait, pour lui, c'était une grande œuvre que de rendre l'irréversibilité intrinsèque à la physique. Hein. C'était ça qu'il devait faire en tant que physicien et chimiste. Et c'est par là qu'il serait critiqué ou pris au sérieux. Moi, en tant que philosophe, je pouvais dire c'est absurde. Pour ne pas... Mais par contre, je pouvais aussi problématiser cette histoire qui avait donné autorité à cet absurde. Mais mon sens de qu'est-ce que le monde n'était pas mis en jeu par sa réussite ou son échec, parce que ça restait philosophiquement absurde. Il y avait de l'abus de pouvoir dans l'air. Donc c'est là que j'ai commencé, et le fait que j'étais chimiste était intéressant parce que j'étais d'autant plus portée, vous savez, la chimie c'est un peu une science subalterne hein, par rapport à la physique, elle a été avalée
comme on dit, la physique, ça se comprend, la chimie, ça s'apprend. C'est une espèce de physique appliquée, où quand on comprend vraiment, c'est qu'on est raccroché à la physique, et où il faut beaucoup compliquer les choses parce que les corps chimiques ne sont pas des billes galiléennes qui roulent le long de plans inclinés. Donc j'ai vraiment appris à me situer à partir des problèmes posés par les sciences et pas à partir de comment dirais-je, de l'autorité des sciences, de la validité, de la rationalité des sciences. Au contraire, ça m'apparaissait comme une histoire profondément, je dirais pas irrationnelle, j'aime pas mais une vraie histoire, quoi, où les choses auraient pu se passer autrement. Il ne s'agissait pas de déconstruire et de dire donc ce n'est qu'une histoire comme ça. Non, non, c'est une histoire que Whitehead m'a appris à appeler, parce que c'est un de ses termes favoris, une aventure. Et une aventure, il y a des moments où ça tourne drôlement, mais c'est pas arbitraire. Il y a une passion dedans. Donc j'ai appris aussi à l'image, en voyant Prigogine, comment dirais-je, à comprendre cette passion des sciences. Donc voilà, on a en 77, j'étais déjà au chômage à ce moment-là, parce que apprendre tout ça, découvrir tout ça, etc. La thèse, je m'étais dit, je la ferai quand je la ferai. Hein. Par contre, en 77, il m'a dit, Isabelle, ce livre que j'avais déjà pas mal publié avec lui des choses, mais ce livre dont nous parlions, maintenant il faut le faire. Et c'est appelé La Nouvelle Alliance parce que je venais d'écrire, on le co-signait, mais c'était vraiment un article que j'avais écrit qui s'appelait La Nouvelle Alliance et qui partait du contraste que je connaissais bien, puisque j'avais fait mon mémoire de licence sur ça, entre Monod et lui. Monod écrivait « L'ancienne alliance est morte ». L'homme sait qu'il est seul au monde, dans un monde muet, etc., et qu'il est né par hasard, que la vie est née par hasard, et toute l'évolution, c'est une suite de hasards, des mutations et de nécessités de la sélection. Et donc on faisait le contraste, et je l'avais appelé La Nouvelle Alliance. Et puis au moment où le livre a été, comment dirais-je, était en cours d'écriture, il a décidé que ça s'appellerait La Nouvelle Alliance. Et ça me semblait un peu fort, quoi, parce que tout de même, c'est biblique. Quand on parle de Monod, ça va, on voit que c'est... Mais on ne va pas traîner Monod à travers tout ce livre, tout de même. J'étais pas contente, enfin, j'ai trouvé mieux Isabelle. J'ai pas trouvé mieux. Donc ça s'est appelé La Nouvelle Alliance. Et par la suite, je me suis dit, je l'ai publié quelque part, j'ai finalement trouvé un sens à ce titre qui renvoyait à la Bible, mais à la Bible, il y a une alliance, une nouvelle alliance entre Jéhovah et les humains après le déluge. Jéhovah dit « Et je ne noierai plus le monde, même si les humains m'emmerdent profondément. » Et pour m'en souvenir, il fait l'arc-en-ciel. Et je disais, ça pourrait être le sens du titre, même si je ne le connaissais pas à l'époque, donc on n'en parle pas dans le livre. C'est le physicien dans le rôle de Jéhovah, c'est bien normal, qui promet qu'il ne noiera plus le monde dans l'uniformité des lois physiques. Et c'était bien de ça qu'il s'agissait dans la Nouvelle Alliance. C'était une histoire... il y avait une dimension historique, ça c'était tous mes travaux de thèse, mais qui montrait, qui aboutissait aux travaux de Prigogine, en montrant à quel point ça changeait la perspective, et notamment sur la pluralité des sciences.
que ce soit plus une question de loi, etc. Donc la Nouvelle Alliance, là, c'était plutôt la Nouvelle Alliance entre des savoirs qui devraient gagner leur autonomie d'approche, de pratique, au lieu de mimer la physique et de mimer le déterminisme physique, etc. Et c'est là que j'ai eu une de mes grandes leçons, au fond, d'écriture, c'est que la Nouvelle Alliance a été bien accueillie, d'ailleurs, ça a été surprenant, c'est un parti, l'aide de Michel Serres, qui a publié un article dans Le Monde, disant que le XXIe siècle avait commencé, ou je ne sais plus quoi, enfin bref, tout à coup ce livre s'est vendu, mais à cette époque-là, il est paru donc toute fin 79, il n'y avait pas beaucoup de... Morin allait bientôt commencer, mais il n'existait pas. Donc on était un peu dans le vide culturel, il fallait un peu tout faire, et c'était donc un style nouveau à cette époque-là. Mais, donc, qu'est-ce que je voulais? Donc oui, il a eu un succès. Et moi, j'étais toujours au département de Prigogine et je voyais arriver les produits de ce succès. C'est-à-dire des chercheurs qui venaient, comme à la Mecque, chercher une bonne parole de Prigogine pour leurs propres recherches en écologie, en histoire, etc. Prigogine les recevait aimablement pendant 5 minutes et puis il me les envoyait. Ce qui fait que, en fait, c'était une espèce de terrain où j'étais sans le savoir. Un terrain où je voyais les rapports entre le rôle, la physique, puisqu'on allait voir le physicien, et les autres types de savoirs. Et la Nouvelle Alliance n'avait pas été du tout entendue dans cet appel pour pluraliser les sciences. Je me souviens même d'un historien qui voulait faire sa thèse sur l'événement. L'événement peut trouver sens dans la physique du non-équilibre. Mais voilà, son prof de thèse lui avait dit « Mais allez chez Prigogine, c'est lui qui a fait que l'événement est désormais scientifique. » Un historien, j'étais fille d'historien, qui doit aller se référer à l'autorité d'un physicien pour avoir le droit de faire une thèse sur l'événement en histoire. Vous voyez la caricature, quoi. C'était devenu la Nouvelle Alliance, c'était le nouveau message de la physique. Désormais, vous avez le droit de reconnaître l'événement, de reconnaître les bifurcations et tout ça. Donc, c'est là que j'ai décidé que... ok, la problématisation, je savais qu'elle était dans la Nouvelle Alliance, mais à partir de ce moment-ci, j'écrirai des choses qui problématisent ouvertement. Ça rendra mes livres plus compliqués, mais au moins ceux qui s'y intéresseront le feront, je crois, et je crois que j'ai réussi de ce point de vue-là. Ils sont compliqués, ils ne sont pas si souvent lus, ils ne se lisent pas comme ça, mais ceux qui lisent ne peuvent pas s'y tromper, ne vont pas entendre une bonne nouvelle là où j'essaye d'ouvrir un problème. Donc pour moi, ça a vraiment été une des choses que j'ai appris en tant que philosophe, c'est que les bonnes intentions ne suffisent pas. On vit dans un monde dangereux où des choses qu'on veut dire peuvent être prises complètement autrement. Ça arrangeait assez Prigogine, hein, mais moi, pas.